Tous les logiciels consistent à installer le logiciel sur votre ordinateur. C'est pas très compliqué, mais je vous pose d'abord donc la question, est-ce que vous voulez que je vous montre comment on le fait? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous avez besoin d'être guidé un peu dans ce processus-là? Moi, je l'ai déjà. Aussi. Moi aussi. Assez curieux. Je ne pas qu'il fasse en sorte de l'infuser comme si tout le monde en avait pas. Ok, d'accord. Je vais vous montrer alors aussi comment on fait l'installation. Autre petit sondage. Dans la salle, vous êtes 5. Combien d'entre vous ont des ordinateurs Windows PC et combien ont des Mac? On a des Mac. Donc vous êtes deux à avoir des Mac et les autres trois, ils ont des PC. Ok. Donc moi j'ai fait en sorte de pouvoir d'avoir un peu les deux options parce que là je peux passer sur un système Windows à côté où j'ai déjà installé Zotero. Mais donc je vais partir de Windows là. Enfin, en tout cas c'est pareil. Vous allez voir. Vous ouvrez un navigateur web. Pour l'installation c'est vraiment très similaire. Donc vous ouvrez un navigateur web tout simplement. Vous allez sur Google ou sur un moteur de recherche. Vous cherchez Zotero et normalement le premier résultat devrait vous conduire à la page de ce logiciel-là, à partir de laquelle vous pouvez télécharger les fichiers qui servent à l'installer sur votre ordinateur. Donc le navigateur, enfin le site, il reconnaît automatiquement quel type d'ordinateur vous êtes en train d'utiliser. Donc en Windows, voilà, vous cliquez sur Download. Et puis, automatiquement, enfin, il vous demande ici, bon, alors, il vous envoie sur une autre page où vous pouvez faire deux choses différentes. La première, c'est installer les logiciels, qui est la première étape à faire. Et l'autre consiste à installer un composant pour votre navigateur web. Donc, je ne sais pas si, là, j'utilise Microsoft Edge, qui est le navigateur par défaut de Windows. Mais il y a des versions différentes pour tous les navigateurs qui existent. Donc après, je vais vous montrer ça sur le Mac aussi. Donc première étape, télécharger le logiciel Zotero 6. Dans ce cas-là, c'est pour Windows, donc vous cliquez sur le bouton. Alors, la seule chose que je peux pas faire, c'est de vous montrer comment ça se passe en français. Parce que ma version de Windows, c'est que en anglais, et malheureusement, c'est une version qui est pas... Enfin, c'est une version d'essai, du coup, je peux pas changer de langue. Du coup, ça va être en anglais, et ça, c'est vous qui allez devoir faire l'effort de traduire, enfin, de retrouver la même chose dans la version française de la page qui va probablement s'afficher quand vous y allez. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur Download et j'ai un logiciel qui s'est téléchargé ici. Sur le Mac, c'est pareil. Donc là, je suis sur Firefox comme navigateur, mais que vous utilisez Safari ou un autre, ça change pas grand-chose. Donc là, pareil, vous cherchez Zotero sur votre navigateur, sur votre moteur de recherche, et vous tombez sur la même page où j'étais arrivé avec mon Windows. Alors après, je pourrais pas vous montrer tous les navigateurs parce que sinon ça prend vraiment 5 heures. Mais si vous avez des questions, en tout cas, et je vous invite aussi à faire ce que je suis en train de faire en même temps sur vos ordinateurs, si vous l'avez pas déjà installé, etc. Comme ça, si vous avez un problème, vous me le dites tout de suite, d'accord? Vous êtes 5, du coup, on a aussi le privilège de pouvoir un peu faire des allers-retours, même s'il y a un blocage et tout. Donc là, je suis sur la page de téléchargement, je clique sur Download, et là aussi, je vais avoir une fenêtre qui me dit, là, il a reconnu que j'utilise Firefox, donc il me propose de télécharger Firefox. Vous voyez mon écran, hein, on est d'accord? Ouais, ok. S'il te plaît. Ok, très bien. S'il te plaît, une question. Ouais. Ça doit forcément être Zotero 6, parce que moi j'ai Zotero, mais c'est pas marqué 6. Bah, je pense qu'en principe, c'est pas un grand problème. Si tu as déjà installé une version précédente, ça doit être à peu près pareil. Les changements ne sont pas très grands. Du coup, maintenant, je vais vous montrer cette. Sinon, tu peux aussi faire une mise à jour, hein. Et la mise à jour, normalement,
devrait se faire automatiquement si tu télécharges la nouvelle version. Donc, peut-être que tu peux profiter pour la faire, vu qu'elle est là. Donc, tu fais comme moi, tu vas sur le site de Zotero, tu vas sur Download, et puis tu choisis de télécharger la version 6. Et à ce point-là, quand tu essayes de faire l'installation, normalement, il devrait comprendre que tu as déjà une ancienne version installée. Il devrait juste te la mettre à jour et tu vas aussi retrouver toutes tes références. On va s'assurer de ça au fur et à mesure. Du coup, suis-moi et puis si tu vois qu'à un moment qu'il y a un truc qui marche pas, tu m'arrêtes et tu me le dis, ok? Ok, merci. Oui. Donc là, ok, c'est Zotero pour Mac. Donc je fais télécharger là aussi. Il me propose d'enregistrer le fichier d'installation dans mon ordinateur. Voilà. Donc du coup, sur les deux, maintenant, sur Windows et sur Mac, j'ai téléchargé le logiciel d'installation qui sert à installer Zotero. Donc la prochaine étape, c'est de l'ouvrir. Donc là, je clique sur le fichier que je viens de télécharger. S'il ne s'affiche pas ici, comme dans mon cas, vous pouvez le retrouver sûrement dans votre dossier téléchargement à partir du Finder et de son équivalent Windows. Après, je vais passer à Windows aussi. Donc là, très simplement, sur le Mac, il vous ouvre une fenêtre où vous avez le fichier du logiciel et vous n'avez qu'à le déposer sur votre fichier installation. Alors là, il me dit, il existe déjà, parce que je l'ai déjà installé. Du coup, moi, je vais laisser tomber ça. Pour ceux qui font une mise à jour, il faut lui dire de le remplacer. Pour ceux qui l'installent pour la première fois, il n'y aura pas ce type de message parce que vous ne l'aurez pas déjà dans votre fichier d'application. Donc là, moi, je laisse tomber parce que c'est comme si je l'avais fait. Alors, sur Windows, c'est pareil. Vous avez dans vos téléchargements ou bien dans votre navigateur, une fois que vous avez fait le téléchargement, il y a le fichier d'installation qui est arrivé sur votre ordinateur. Vous l'ouvrez et il y a le logiciel d'installation qui va partir. Donc là, il fait un peu de choses préalables. Ok, et puis bon, Windows vous demande à chaque fois si vous voulez autoriser les changements, il faut dire oui. Et là, vous avez, comme pour tous les logiciels, des fenêtres qui vous guident dans le processus d'installation. Là, vous faites le choix standard, c'est plus simple. Et vous continuez. Après, dans le cas de... Ah voilà, en fait, en Windows, il me propose de faire un upgrade parce qu'évidemment, j'avais peut-être une version qui n'était pas la même, moins récente. Donc là, je vais faire un upgrade pour la nouvelle version que je suis en train d'installer. Donc là, il fait son truc. Ok. Voilà, très bien. À la fin de l'installation sur Windows, il vous propose si vous voulez lancer Zotero. Du coup, vous pouvez lui dire oui. Cette case est cochée. Sinon, vous allez normalement trouver un lien sur votre bureau. Sinon, il va être ici dans votre menu avec toutes les applications. Vous le voyez, il est là. Et après, vous lui dites OK, c'est bon. Donc, ça, c'était la première étape. C'était l'installation du logiciel. Alors, une fois que vous installez le logiciel, alors une autre chose que j'ai pas malheureusement sur mon installation de Windows, c'est Word, puisque je peux pas l'acheter pour les deux plateformes. Du coup, je l'ai que en Mac. Mais automatiquement, quand vous installez Zotero, Zotero, il va aussi détecter que vous avez Word installé sur votre ordinateur et il va rajouter des petits composants qui vont vous permettre d'utiliser Zotero directement à partir de Microsoft Word. Ça, c'est plutôt pratique. Et je vais vous montrer après qu'est-ce que ça donne. À tout moment, arrêtez-moi si vous retrouvez pas, si vous voyez qu'il n'y a pas de correspondance entre ce que je vous dis et ce qui se passe sur vos ordinateurs. Un autre élément qui fait partie de l'installation de Zotero, c'est de rajouter ce qui s'appelle un connector. C'est-à-dire c'est un petit composant qui va s'installer dans votre navigateur web et qui va vous permettre aussi de
de faire des opérations d'importation de références, de citations bibliographiques à partir de votre navigateur web. C'est plutôt pratique ça aussi. C'est pas obligatoire, mais je vais vous montrer aussi comment cela marche. Après, il y a plein de manières différentes pour importer des œuvres dans votre logiciel Zotero. Juste pour vous redire comment est-ce qu'on travaille avec Zotero en général. Donc, on installe le logiciel, premier pas. Deuxième pas, on crée une bibliothèque dans Zotero qui contient toutes les références aux œuvres qu'on veut avoir dans sa bibliographie. Donc, Zotero, il est fait pour créer des listes d'œuvres, tout simplement. Zotero peut aussi vous demande aussi, on le verra après, si vous voulez aussi à côté de chaque élément de référence, vous pouvez aussi importer le texte de l'article, par exemple, du livre, si vous l'avez en entier, etc., etc. Je vais vous montrer après comment ça marche. Ça peut être pratique. Moi, personnellement, je n'utilise pas trop cette fonctionnalité parce que tous les textes, je les ai déjà dans un dossier dans mon ordinateur. Du coup, je n'ai pas besoin de les avoir aussi dans Zotero. Si vous les incluez dans votre bibliographie de Zotero, la bibliographie ne va pas uniquement consister en une liste d'œuvres, donc titre, auteur, etc. pour chacune des œuvres que vous importez, mais il y aura aussi le texte de l'article ou de l'œuvre que vous avez importé. C'est pas obligatoire, ça peut être pratique pour gérer un peu, en fait, utiliser Zotero à 100%, ça vous permet d'avoir vraiment un système de gestion de toute la littérature scientifique que vous avez dans votre ordinateur. Pas que scientifique d'ailleurs, hein, vous pouvez l'utiliser aussi pour des bouquins, enfin des romans, des bouquins que vous lisez, etc. Mais bon, donc la deuxième étape, c'est de créer cette liste d'œuvres dans Zotero, avec ou sans les textes des œuvres. Mais ce qu'il y aura sûrement, c'est les références de chaque œuvre, donc le titre, l'auteur, la maison d'édition, la date, etc., etc. Troisième pas, c'est de les utiliser avec Word pour mettre des citations dans le texte de votre thèse et pour aussi rajouter une bibliographie à la fin de votre thèse. Donc, maintenant, on s'est déjà occupé de l'installation. On s'occupe maintenant de la deuxième phase, qui est celle de rajouter des œuvres dans votre bibliothèque Zotero. Des œuvres, des citations, enfin les titres, les références des œuvres. Donc, les références, en général, c'est le titre, c'est la combinaison de tous les champs qui permettent d'identifier une œuvre. Donc, le titre, l'auteur, la date, la maison d'édition, etc. Donc, les références, naturellement, toutes les œuvres ont des références, c'est-à-dire que moi, personnellement, je suis en train de travailler dans ma thèse, dans ma bibliographie, il y a des œuvres, des livres académiques. Je vais vous les montrer après, je vais arrêter mon partage d'écran pour vous montrer des exemples. Des articles académiques, des chapitres de livres qui sont publiés aussi en milieu académique. Mais il y a aussi des livres qui ne sont pas académiques, on va dire. C'est plutôt des livres, c'est des essais, mais c'est plutôt de la littérature divulgative, on va dire. C'est des livres qui sont écrits par des journalistes. Donc, c'est pas des choses que vous allez, par exemple, retrouver dans notre catalogue du GED, notre catalogue du grand équipement, vous savez, les trucs auxquels on accède quand on veut chercher une œuvre avec les outils que les HESS met à disposition. Donc, dans ce cas-là, moi, j'ai des livres que j'ai récupérés au Congo, écrits par une personne que je connais, qui ne sont pas, mais ils sont même pas répertoriés, si vous voulez, sur Internet. Donc là, dans ce dernier cas, c'est moi qui dois vraiment renseigner tous les champs de l'œuvre, dire qui est le titre, qui est l'auteur, quel est le titre, l'année, et ça, je le retrouve dans les bouquins. Par contre, pour tout ce qui est article académique,
livres qui sont publiés, que ce soit des romans ou des livres académiques, pour tous ces types d'œuvres-là qui ont une diffusion officielle, on va dire, vous allez trouver des références sur Internet automatiquement. Cela vous simplifie beaucoup la vie parce que vous n'avez pas pour chacun de ces œuvres à rentrer titre, auteur, etc. Et vous comprendrez que ça c'est très utile quand vous avez une bibliographie qui comprend plusieurs dizaines d'éléments, de ne pas avoir à saisir pour chaque article les titres, l'auteur, la date, de quelle revue il vient, etc., etc. Toute une série de détails que vous pouvez repérer automatiquement sur Internet. Donc, pour faire cela, il y a plusieurs manières de le faire. Ces composants que je vous invite à installer maintenant dans votre navigateur web vous permet automatiquement de récupérer les références à partir d'une page Internet. Et je vais vous montrer comment, mais d'abord, le pas à faire, c'est d'installer ces connectors. Donc là, vous êtes sur la page www.zotero.org/download. En fonction du navigateur que vous êtes en train d'utiliser, le site va détecter qu'est-ce que vous utilisez. Vous voyez qu'ici, vous avez le symbole de Edge, que est les navigateurs que je suis en train d'utiliser. Et parce que le site, il a détecté que j'utilise ces logiciels. Si vous êtes en train d'utiliser Firefox, il va détecter Firefox et il va vous faire vous mettre un lien, un bouton pour installer les bons connecteurs pour Firefox, de même pour Safari, pour tous les autres navigateurs majeurs. Donc le pas à faire maintenant, c'est de cliquer sur ce bouton-là qui vous permet d'installer ces connecteurs. Donc si vous cliquez ici, il vous renvoie vers une page qui est gérée naturellement par Microsoft parce que Edge, c'est un navigateur qui est développé par Microsoft, à partir de laquelle vous pouvez obtenir gratuitement ces Zotero connecteurs qui est un composant additionnel qui va s'installer dans Edge. Donc vous cliquez sur Get, Edge ou votre navigateur va vous demander si vous voulez bien rajouter l'extension, et naturellement il faut lui dire oui. Et voilà. Et après, il vous dit, c'est très bien, ça a été rajouté, etc. Donc, et vous voyez, maintenant, j'ai rajouté ces connecteurs, donc cette extension, ça s'appelle en français. Et ici, il y a une nouvelle icône qui est apparue dans mon navigateur. De même, ça se passe de la même manière aussi dans Safari, dans Firefox, mais dans les autres aussi. Donc là, je vais lui dire installer. Moi, je l'ai déjà installé sur Zotero. Du coup, je pense que je vais lui dire oui, ok. Enfin, il a réinstallé. Du coup, il est là. Et vous voyez que il y a, comme dans Edge, il y a une petite icône qui est apparue ici. Après, je vais vous montrer comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Mais d'abord, on va passer à un moment au logiciel Zotero proprement dit. Donc maintenant, chacun de vous, après avoir fait l'installation de Zotero, doit trouver sur son bureau ou dans son dossier des applications, s'il est sur un Mac, il va trouver un fichier qui s'appelle Zotero, donc l'application Zotero qu'il va ouvrir. Donc c'est ça. Bon, ici, je l'ai déjà ouvert. Et sur Windows, c'est pareil, je l'ai là sur mon bureau, mais bon, il est déjà ouvert. Du coup, ouvrez ça, s'il vous plaît. Et vous allez vous trouver dans une situation qui est un peu différente de la mienne parce que votre bibliothèque va être vide pour l'instant parce que vous n'avez pas importé des références dans votre bibliothèque pour l'instant, j'imagine. Si vous l'avez déjà fait, tant mieux. Mais par contre, vous voyez qu'ici, moi, j'ai déjà rempli ma bibliothèque avec plein d'œuvres qui font partie de la bibliographie de ma thèse. Alors, les méthodes pour ajouter les références à une œuvre dans Zotero sont multiples. Alors, les plus simples, c'est pas les plus simples, mais les plus basiques, élémentaires, et c'est lui qui va vous permettre de renseigner n'importe quelle œuvre, qu'elle soit diffusée sur Internet, qu'elle soit publiée, qu'elle soit juste en votre possession. C'est de faire un rajout simple, c'est-à-dire que ici,
vous avez une petite icône avec le plus. Ah, pardon, excusez-moi. Il y a une étape importante à faire à l'avance qui consiste à... donc, normalement, je pense que vous avez ici en haut à gauche dans votre logiciel Zotero, vous avez juste une bibliothèque. Et puis, vous avez pas de sous-dossier dans votre bibliothèque. Donc, la première étape que je vous conseille, c'est pas obligatoire, mais que je vous conseille quand même de faire, c'est de créer un dossier qui s'appelle en réalité une collection dans Zotero, en cliquant sur ce bouton-là. Et donc, moi, j'en ai déjà créé un qui s'appelle Bibliographie de la thèse. Je vais en créer un autre juste pour vous guider. Et je vais l'appeler Bibliothèse. Juste pour que ça soit vide et pour que je puisse après vous montrer comment on importe les choses. Donc là, j'ai créé une collection. Enfin, quand vous cliquez sur le bouton là, en haut à gauche, le bouton qui comprend un petit dossier, hein, pas celui avec la bibliothèque entière, va vous demander comment est-ce que vous voulez appeler votre nouvelle collection. Est-ce qu'il y a une question? Ah, j'ai entendu... Il semble que ta souris elle s'est plantée. Ah, vous la voyez pas? Je la vois, mais elle ne bouge pas. Ah. Il y a peut-être un petit souci de connexion. Je vais peut-être couper ma caméra, puisque de toute façon, je pense pas que vous me voyez. Donc ça va faciliter un peu les choses. Est-ce que maintenant, elle bouge la souris ou Non, pas encore? Oh, toujours pas. elle reste figée. Ah, merde. Et vous voyez les changements sur mon écran? Non, Même pas. tout est figé. Oh merde. Il y a peut-être un plantage quelque part au niveau de la connexion. Je vais arrêter le partage d'écran et le relancer, on va voir. Tac. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, Pas du tout. c'est toujours figé. C'est toujours figé. Moi, ça n'a même jamais disparu en vrai. Attendez, hein, parce que là, il est en train de me demander. Voilà, oui. Donc là, j'ai réactivé le partage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge là? C'est toujours figé? Ça bouge pas? Non? Euh, au moins, vous m'entendez? Ok. Mais ça bouge toujours pas, c'est figé. Toujours figé, ouais. Ouais. Bah, je me déconnecte et je me reconnecte hein, de la conférence. Je vois pas d'autre choix. Je reviens tout de suite. Hein. Ok. Non. Ça. Voilà. Là, vous me voyez? Je bouge? Oui, on te voit, mais l'écran n'est pas parti en fait. Il est resté. Non, le partage n'est pas encore activé. Hein. Donc là, j'active le partage. Non, ça ne bouge pas du tout. Un instant. Voilà, là j'ai lancé le partage. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. C'est figé. On reste avec l'ancien. Ça marche pas? Non. En fait l'ancien écran n'est pas parti. Quand tu t'étais connecté, il est resté. Il est resté l'écran. Vous voyez moi, vous voyez ma gueule au lieu de mon écran? Oh mince. Ça marche pas, alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne voyez toujours pas mon écran? Attends.
Là maintenant, sur mon ordi, Ouais, je vois ce que tu fais, ok. je vois ton écran, mais sur le rétro, il y a aucune projection. Ah, il n'y a rien qui s'affiche sur le grand. Sur l'écran, voilà, il n'y a rien. Attends. Parce que là, je vois, en fait, moi, je vois la salle ici comme si c'était un utilisateur à part. Et du coup, Oui, normalement, c'est comme ça que ça marche. ouais. Mais il devrait y avoir la vidéo aussi. Écoute, je déconnecte tout et puis je me reconnecte à la salle. Ok. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Et sinon, si ça marche pas, après tout le monde peut se connecter. Mais bon, après ça va être compliqué de suivre et de faire les choses. Si vous me voyez sur votre écran. Oui, ok. Essaye de déconnecter, reconnecter la salle et on va voir. Ça a dû planter à ce niveau-là, ouais. Ah, mais là on est tous. Ok. Voilà. Ça va, vous m'entendez? Attends, on va essayer de repartager l'écran. Ok. Et on va voir ce que ça donne. Alors, autorise. Ok. Voilà, est-ce que vous le voyez mon écran maintenant? Ouais. Ça marche? On voit ta souris, on voit le petit cercle en train de bouger. Ok. Ça bouge? Là, je passe à Windows. Vous avez vu le changement? Ouais. En fait, je pense que c'est le souci de connexion vient de la Oui, salle. c'était bon. C'est la connexion de la salle qui est mauvaise. Ici, je vois à toi, Ariel, je vois que tu as plein de barres vertes, tu vois, à côté de ton Ouais. nom. Et par contre, la salle, il n'y a qu'un petit trait rouge. Du coup, c'est ça qui. Je sais pas La pourquoi, de mais. la salle, finalement, vient de le constater aussi. Ouais. Bon, dites-moi, coupez-moi à tout moment si ça arrête de fonctionner, d'accord? Pas petit. Ok. Donc, j'étais en train de vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on veut créer une nouvelle collection. Alors, on va inclure toutes les œuvres qu'on veut citer, qu'on veut inclure dans la bibliographie de notre thèse dans une collection à part. Comme ça, si demain vous écrivez aussi un article ou un autre truc qui aura une autre bibliographie, vous pourriez créer une autre collection pour y mettre les œuvres qui vont être citées plutôt dans cet article, etc. Donc, là, ça va, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Ok. Donc là, vous cliquez, vous voyez qu'ici en haut à gauche, il y a une icône qui vous permet de créer une nouvelle collection. Alors, je pense qu'en français, ça s'appelle collection. Ah, et ça, je peux aussi le voir ici, parce que... Ouais, c'est collection en français. Je fais référence au document qui m'a envoyé Ariel pour les traductions françaises, parce que là, il y a tout qui est en français. Donc, alors, je crée une nouvelle collection, je l'appelle Biblio
thèse. Vous l'appelez comme vous voulez. Ça, c'est un nom que les personnes ne vont pas voir. C'est juste un nom pour vous. Après que ça soit clair pour vous que là, c'est la bibliographie de votre thèse, les références de votre thèse. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc, vous saisissez le nom de la nouvelle collection. Vous cliquez sur OK. Et voilà que Zotero a créé une nouvelle collection ici qui s'appelle Bibliothèse. Alors, cette collection est actuellement vide. Donc, maintenant, il s'agit de rajouter toutes les œuvres dont vous allez profiter au cours de votre travail de thèse. Donc, les œuvres que vous allez citer, les œuvres que vous allez utiliser en prenant des passages, que vous allez mentionner, etc. Donc, les manières de rajouter des œuvres sont plusieurs. Alors, la première que je vais vous montrer consiste à rajouter une œuvre, donc des références, manuellement. Après, je vais vous montrer comment est-ce qu'on rajoute des références à partir de votre navigateur web. La troisième option, c'est aussi de rajouter une référence, donc toutes les informations concernant une œuvre, à partir de certains éléments que vous pouvez avoir sur cette œuvre. Après, je vais être plus clair après, mais de toute façon, on va commencer par la saisie manuelle. Donc, la saisie manuelle, c'est très simple. Ici, vous avez un petit bouton vert avec un plus. Vous cliquez là-dessus et déjà, vous voyez que Zotero vous demande quel type d'éléments vous voulez rajouter. Donc, vous avez des choix prédéfinis qui sont là, qui sont les plus courantes. Donc, un livre, section de livres, documents, articles sur un journal. Alors, un journal, normalement, c'est une revue académique. Alors, après, pour le français, c'est traduit. Donc, là, je dois vous laisser comprendre comment est-ce que c'est traduit. Les choses vont être dans le même ordre. Du coup, vous allez pouvoir... Pardon, là, j'ai mis un livre, mais je ne voulais pas le faire. Donc, je vais juste l'éliminer. OK. Voilà, ça, c'est une autre fonctionnalité, mais on va en parler après. Donc, voilà, bibliothèse, je rajoute quelque chose. Alors là, je veux rajouter... alors, ici, j'arrête... Non, je vais pas arrêter... Oui, je vais arrêter mon partage des... Vous me voyez pas, moi? Ou est-ce que vous me voyez quelque part? On te voit. Ok. Vous voyez, ici, j'ai un bouquin ici que j'ai récupéré au Congo. C'est un bouquin auto-publié. Donc, c'est un bouquin pour lequel je vais pas trouver des références sur Internet, clairement. Par contre, c'est quelque chose qui est important et que je vais rajouter dans ma bibliographie. Donc, j'ai ce bouquin-là dans les mains. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, il s'agit de rajouter un livre à ma bibliothèque. Donc, je clique sur Book, ou je pense qu'en français, ça va être livre. Et voilà. Et vous voyez maintenant qu'ici à droite, Zotero, bon, il a déjà créé un élément ici dans ma collection, mais il me demande de renseigner tous les éléments sur ce livre. Alors, mon livre s'appelle La Congoliose. Et l'auteur, alors vous voyez ici qu'il y a des critères spécifiques pour renseigner le nom et le prénom de l'auteur. Donc en anglais, c'est last and first, ça veut dire nombre de famille, pardon, ça veut dire nombre de famille et prénom. En français, ça va être nom et prénom, j'imagine. Du coup, je vais commencer par le nom de famille qui est Pankima. Et puis, le prénom, c'est Jean Bosco. Et voilà. Puis, bon, là, vous avez tous les autres champs à renseigner. Donc, dans ce cas-là, il y a plein de champs. Hein, c'est clair que vous n'êtes pas obligé de les renseigner tous. Normalement, pour un livre, on essaye au moins de retrouver la date de publication et le publisher, donc la maison d'édition. En français, ça s'appelle... bon, la date, c'est toujours la date. Et malheureusement, la maison d'édition, je peux pas le voir dans la traduction que j'ai ici. Et ici. Voilà, ok, très bien.
Là, ça a été édité par une petite maison d'édition qui s'appelle Nkara. Et je sais, après, est-ce que c'est marqué quelque part? Oui, c'est marqué même dans la deuxième de couverture du bouquin, que ça a été publié à Brazzaville. Donc, je vais le mettre aussi. Et, ah non, pardon, édition. Non, je me suis trompé en fait. Édition, c'est pas l'éditeur, c'est plutôt publisher qui est l'éditeur. Donc, c'est ici que je dois mettre une cara. Malheureusement, arrêtez-moi si vous avez du mal à vous repérer dans les champs ici. Après, je pense que pour vous, la plupart des références, vous allez pouvoir les importer facilement avec des systèmes qui vous obligent pas à renseigner toutes ces informations-là. Moi, ça, je vous le montre quand même parce que, enfin, vous allez peut-être tomber sur des références, sur des œuvres qui justement ne sont pas répertoriées sur Internet, donc comme dans ces cas-là. La date de publication, est-ce que je la trouve ici quelque part? Je pense que ils ont mis ça nulle part. Du coup, je vais pas la mettre parce que je la connais pas, tout simplement. Non. Ok. Bon, donc ça, pour ce qui concerne les bouquins que je suis en train de renseigner actuellement, c'est fini. Donc une fois que vous avez fini, voilà, vous recliquez ici sur la colonne centrale où il y a tous les éléments de votre collection et vous avez, voilà, vous voyez que cette icône-là, elle me dit déjà que c'est un bouquin. Et puis vous avez le titre et l'auteur. Et puis vous pouvez avoir aussi d'autres colonnes si vous voulez. Mais bon, c'est pas. C'est parti le petit truc là. Bon, mais voilà, les choses elles sont listées comme ça. Après, si vous voulez par exemple rajouter un article qui vient d'une revue scientifique, vous avez comme option ici. Journal article qui va être article sur revue, j'imagine en français ou quelque chose de semblable. Donc là, si vous cliquez là-dessus, les champs naturellement vont être différents dans ce cas-là. Alors les titres, là, est-ce que je vais sortir un article quelque part, par exemple, un truc qui ne serait pas déjà dans ma biographie, ou sinon, moi, je vais en trouver un quelque part. Ici, là, il y en a plein. Donc, ça, c'est un article. Je vais en prendre un qui ne soit pas en français, qui ne soit pas en anglais. Donc là, c'est en français. Donc là, j'ai un article de Florence Berneau. À partir du fichier PDF de l'article, je peux remonter à toutes les informations sur l'article. Donc là, j'ai l'auteur, j'ai le titre. J'ai la revue sur laquelle il est apparu, le volume de la revue, l'année et même les pages. Donc pour chacun de ces éléments-là, j'ai ici un champ à remplir. Donc titre, auteur. Vous pouvez même mettre le résumé si vous voulez. Vous pouvez mettre voilà volume et numéro. Ça, il faut normalement les mettre pour permettre aux gens de remonter à la revue sur laquelle c'est sorti. Vous pouvez mettre les pages, la date. Et bon, les séries, tout ça, c'est des autres choses. Franchement, je pense que c'est pas très, très intéressant. Vous avez des autres champs qui sont aussi des références générales à ces œuvres. Après, je vais vous expliquer à quoi ils servent, mais plutôt dans une autre situation. Donc là, je vais juste rapidement mettre copier-coller mon titre et mon auteur, juste pour qu'il y ait une entrée. Alors, de la modernité comme impuissance. Normalement, entre les titres et les sous-titres, on met 2 points. Et puis, l'auteur, c'est Berneau Florence. Voilà. Et voilà, mon article est apparu. Je vous épargne tous les autres, le remplissage de tous les autres champs. Ça va hein, pour vous? Ouais, ça va. Ok. Alors, donc, maintenant, ça c'était la saisie manuelle des références.
à faire uniquement, au moins moi je vous conseille de la faire uniquement quand vous avez des textes qui ne sont pas répertoriés sur Internet. Ici, vous pouvez aussi mettre des références à des documents et même à des sites Internet, par exemple, je pense, moi, il y avait ça avant. Conference petite partie d'encyclopédie. Des posts sur un forum Internet. Un article sur un magazine, donc sur une revue hebdomadaire ou sur une revue hebdomadaire, parce qu'après vous avez les newspaper articles pour les articles qui sortent sur les journaux, donc ça c'est plutôt les quotidiens. Et vous devrez avoir, vous pouvez faire référence à des thèses si vous êtes en train de citer la thèse de quelqu'un d'autre. Vous pouvez mettre des vidéos, des émissions télé, je trouve pas un truc pour vraiment pour les sites internet, articles de l'encyclopédie, blog post. Vous voyez, il y a des choses qui sont sorties sur les forums, des choses qui sont sorties sur les blogs. Bon, les frontières entre ces choses-là sont un peu floues des fois. Normalement, il faut choisir l'un des deux et mettre tout dans le même, c'est-à-dire les blogs, par exemple, si vous citez beaucoup de choses qui sont sorties sur des blogs. Et apparemment, il n'y a plus la possibilité de mettre un site web tout entier. Mais je le comprends ça, parce qu'en fait, un site web tout entier, ça constitue pas une vraie référence bibliographique, en fait. Si vous êtes en train de citer une information qui vient d'un site, normalement, ça va être une publication qui est faite sur le site. Du coup, ça va être blog post ou forum post. Et vous allez mettre une référence vraiment à la page spécifique du site où se trouve ce que vous êtes en train de citer. Vous pouvez mettre des lettres, même des références à des entretiens. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Moi, je ne vais pas utiliser cette fonctionnalité-là, mais vous pouvez aussi... ça rentre un peu dans un autre discours. Est-ce qu'on est obligé de mettre tous les entretiens dans la thèse? Moi, je pense que non. Moi, je pense que je vais pas le faire parce que ça va rajouter énormément de pages à ma thèse. Du coup, je mettrai des références aux entretiens en disant entretien avec Monsieur X et puis en espérant qu'on me le demande pas, mais si quelqu'un veut vraiment avoir l'entretien, il va me le demander, je vais lui l'envoyer. Après, pour ça, je vais laisser le dernier mot au prof qui est pas là aujourd'hui, mais on va quand même lui demander un peu comment est-ce quelles sont les obligations en termes de publication dans la thèse de tous les matériaux d'entretien. Je pense que ce soit pas obligatoire pour ce que j'en sais, mais bon, il faut quand même s'en assurer. Et voilà, donc vous avez tous ces types de choses-là que vous pouvez renseigner. Évidemment, si vous mettez naturellement un blog post, là, ça change. Vous avez la possibilité de mettre des titres du blog. L'URL, ça c'est important, donc l'adresse web que vous allez copier et coller depuis votre navigateur ou que vous avez peut-être noté quelque part pour que les gens puissent remonter à cet article, au moins pour le temps qu'il est disponible sur Internet, parce que ça va probablement disparaître. L'auteur, le titre et les choses habituelles. Je pense que c'est ici qu'on peut mettre, si on veut, c'est ici qu'on peut mettre, non, ça c'est pour créer des relations. Où est-ce qu'on met les... Ah ouais, c'est ça. Exactement. Donc après, je vais vous montrer. Si vous voulez aussi utiliser Zotero pour classer tous les textes des articles que vous avez déjà téléchargés sur votre ordinateur, c'est très simple. Là, par exemple, cet article, moi, je l'ai sur mon ordinateur. Du coup, je vais faire en sorte que Zotero connaisse son emplacement. J'espère que ça va marcher entre Windows et Mac. Je suis pas sûr. Peut-être ça va compliquer un peu la vie. Mais de toute façon, la manière à laquelle pour le faire, c'est tout simplement vous sélectionnez une référence, pardon, que vous avez déjà renseignée ici, et puis vous
cliquez sur ce petit symbole-là de pince trombone qui vous permet de joindre un élément à votre référence. Donc, l'élément, ça peut être une copie d'un URL. Donc là, mais ça va être automatique pour le blog les posts sur les blogs quand vous remplissez le champ URL. Vous voyez que même pour les articles scientifiques, il y a la possibilité de renseigner un URL. Donc, vous pouvez le faire. C'est peut-être utile. Bon, enfin, on va voir. En général, il vaut mieux essayer de mettre le plus possible, bon, sans trop se prendre la tête, mais bon, ça peut être utile d'avoir le plus d'informations possible. Donc, l'autre option qui nous intéresse, c'est de connecter cette référence à une copie d'un fichier que vous avez stocké sur votre ordinateur ou tout simplement mettre un lien vers un fichier qui est stocké sur votre ordinateur. C'est plutôt la première qui est intéressante parce que moi, Zotero, il va tout mettre dans un seul dossier, ça va être clair et simple. Donc là, vous cliquez là-dessus et puis ce que le système vous invite à faire, c'est de retrouver l'article, le PDF de l'article. Là, je peux pas le faire parce que moi, je peux pas accéder au disque de mon Mac, tout est sur mon Mac. Donc là, mais bon, j'imagine qu'ici, vous aurez pas trop de problèmes à repérer éventuellement l'article. C'est pas une obligation. Ça, c'est une caractéristique supplémentaire de Zotero qui vous permet après à vous d'avoir plus de facilité à retrouver les articles parmi tous les articles que vous avez téléchargés dans votre ordinateur. Moi, dans mon cas, pour ce qui concerne ma thèse, vous voyez, j'ai créé un classement au sein de la littérature scientifique que je vais citer dans ma thèse. J'ai créé un classement sur les différentes thématiques qui m'aide à moi à retrouver les articles. Donc là, il y en a sur la sorcellerie politique, sur les peuples tékés, sur Brazza, il y en a qui sont toujours à classer parce que je n'ai pas encore bien compris où est-ce que je vais les mettre. Donc voilà, mais bon, ça c'est... Au lieu d'avoir tout ce système de classement-là, j'aurais pu juste passer par Zotero et lier les références à l'emplacement ou au fichier ou ce fichier PDF de l'article, du bouquin, etc. Et j'aurais peut-être un système plus simple pour retrouver les textes des articles que je suis en train de mettre dans ma bibliographie. Donc, est-ce que c'est plutôt clair cette histoire de saisie manuelle? Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Clair. Ok. Excusez-moi si je vais un peu doucement, hein, mais bon, je préfère aller doucement, être compris qu'aller trop vite. Et voilà. Donc, alors, les autres méthodes pour saisir des références, les méthodes plus pratiques. Alors, en quoi ils consistent? Alors là, je vais passer sur Mac un moment parce que c'est plus facile pour moi, mais vous allez voir, c'est la même chose. Donc là, j'ai mon Zotero sur Mac. Voici le petit élément pour créer une nouvelle collection. Donc, je vais faire comme j'ai fait sur l'autre. Sans faire de faute d'orthographe si possible. Donc, je crée une collection qui s'appelle Bibliothèse. Elle est vide actuellement. Donc, maintenant, je vais rajouter des nouveaux éléments. Alors, comme deuxième chose, je vais vous montrer un autre système qui vous permet de renseigner des éléments à partir de Zotero, toujours, sans profiter pour l'instant des éléments, des composants qu'on a installés sur les navigateurs. Alors, comment ça se fait? Ça se fait avec cette autre icône qui est là, à côté du plus simple. Il y a cette autre icône là. En Windows, c'est pareil, vous avez ça. Et ça vous permet de rajouter des éléments dans votre collection en fonction d'un identifiant. Alors, l'identifiant, c'est quoi? L'identifiant, ça peut être plusieurs choses. Alors, souvent, les œuvres qui sont publiées sont très souvent, dans presque tous les cas, associées à un ou plusieurs types d'identifiants. Alors, le plus classique de tous, c'est l'identifiant ISBN. Alors, l'identifiant ISBN, c'est un truc qui est surtout associé aux livres, aux bouquins, qu'ils soient des bouquins académiques, qu'ils soient des romans, tout livre, normalement, a quelque part un code ISBN. Alors, normalement, il se trouve derrière le livre. Alors, ça peut être... Vous voyez ce que je vous montre là dans la caméra?
Vous m'entendez? Ouais. Ouais, ok, pardon. Donc, je sais pas, peut-être vous le savez déjà, mais tous les bouquins, ils ont un code ISBN. ISBN, c'est un espèce de catalogue international qui permet aux maisons d'édition de dire, moi j'ai publié un livre qui s'appelle XY, et donc ils informent ce grand catalogue de cette publication, et les catalogues leur donnent un identifiant unique qui consiste en une série de chiffres et qui permet d'identifier ce bouquin-là. Donc, ces codes ISBN, vous les trouvez sur le bouquin lui-même, mais aussi, vous les trouvez aussi sur Amazon, par exemple. Quand vous voulez acheter un bouquin, normalement, il vous dit quel est le code ISBN du bouquin. Là où vous trouvez les détails sur l'œuvre, vous trouvez aussi le code ISBN. Ça peut être pratique pour des bouquins que vous avez à la maison, pour des bouquins que vous avez achetés sur Internet et que vous ne retrouvez pas facilement sur des répertoires tels que notre grand équipement documentaire. D'accord? Donc, ici, très simplement, là, je vais prendre ce bouquin qui s'appelle Les souverains modernes par Joseph Tonda. Le code ISBN, c'est 84 586. Il faut mettre les tirets aussi. 658-5. Alors, une fois que vous avez renseigné ces codes, vous cliquez sur Entrée sur votre clavier. Et Zotero, bon là j'ai un truc qui me demande s'il peut se connecter. Et voilà, vous voyez que Zotero, il a trouvé toutes les informations sur ce bouquin juste grâce au code ISBN qu'on a renseigné ici. Il s'appelle Les souverains modernes, c'est un livre, ça fait partie d'une collection Hommes et Société, ça a été publié à Paris par Cartala en 2005, les numéros des pages, il y a aussi un titre court, bon, voilà. Et bon, là, il y a des autres références. Du coup, vous voyez, ça, c'est très simple. Vous avez trouvé une œuvre. Donc, les autres identifiants qui existent sont différents. Alors, DOI, c'est un système d'identifiant unique qui existe sur Internet. Normalement, si vous allez sur le grand équipement numérique et vous trouvez un article, il vous affiche toute une série d'informations sur cet article. Alors ici, normalement, dans cette petite... vous voyez ce que je vois, hein, on est d'accord? Vous voyez mon écran? Oui. Là, j'ai cherché Bourdieu, d'accord? Je suis allé sur le grand équipement documentaire, je me suis connecté avec mon compte et j'ai cherché cet article de Bourdieu. Alors, ils me disent qu'il est disponible en ligne, du coup, je pourrais avoir le texte, etc. Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop. Attendez, là, il y a... bon, ouais, c'est pareil, je suis rentré dedans, mais ce qui m'étonne un peu est que c'est un article, mais il coûte 28 €. Je pense que là, il y a quelque chose qui... Ah ouais, probablement c'est le prix de ce numéro de la revue, c'est une revue allemande, blabla. Ah, en fait, c'est même pas par Bourdieu, c'est un article sur Bourdieu, du coup, voilà. Mais peu importe. Donc, vous voyez qu'ici, à côté du titre de l'article, j'ai plusieurs petites icônes. Donc, une consiste dans ces deux guillemets. Si je clique là-dessus, normalement, oui, alors, ça marche pas. Il y a un souci là. Ah, parce que je suis plus connecté, pardon, il faut que je me connecte. Je sais pas pourquoi il a dû sortir de la connexion. Donc, voilà. Ah non, ok, c'est bon. Là, je suis connecté. Donc, je reviens sur l'article. Enfin, on va peut-être pas en prendre un qui soit en allemand, si possible. Bon, c'est pas grave. On va prendre l'article en allemand. Parce que d'articles de Bourdieu, il n'y en a peut-être pas beaucoup, en fait. Non, j'avais cherché un autre auteur. Alors, je vais chercher le prof. Là, sûrement, on va trouver des articles. Voilà, et comme par hasard, il y a un article sur le mémorial Brazza, donc ça m'intéresse. Naturellement, je vais essayer de prendre celui-là. Donc, c'est un article. Vous voyez qu'ici, dans le grand équipement documentaire, la première chose qu'il vous dit, si c'est un article, un livre, etc. Donc ici,
on a, enfin, on pourrait faire la même chose aussi pour les livres, mais pour l'instant, c'est un autre truc que je vais vous montrer. Du coup, on va commencer par un article. Donc, je clique ici sur les guillemets. Et voilà, vous voyez qu'il y a une autre petite fenêtre qui s'affiche. Et ici, j'ai la possibilité de trouver, d'exporter des références sur cet article. Donc, la plus simple, c'est de aller dans ce système-là de citation. Non, mais en fait, attendez, pardon, excusez-moi. Ça, c'est des Permalia. Non, alors, parce que là, j'avais fait pour un autre truc et c'était plus simple. Mais ici, c'est pas trop ça qui nous intéresse. Alors, non, pardon, je vais y arriver autrement. Donc, cet article-là, notre grand équipement documentaire nous permet d'y accéder en ligne. Comme vous savez, probablement, quand on veut consulter une œuvre en ligne sur le grand équipement documentaire, il y a toujours des liens vers JSTOR ou d'autres plateformes où sont stockés les articles scientifiques. Donc là, c'est une plateforme qui s'appelle Factiva, que franchement, je connais pas trop. Et là, si on clique sur les liens, il va me rediriger sur la plateforme. Là, des fois, avec nos amis du numérique de l'HESS, ça marche pas trop bien. Alors, on va voir. Si on a de la chance, ça va marcher bien. Donc là, il fait son truc. Non, ça n'a pas trop marché. Oui, donc ça marche. Ok. Donc, après cette plateforme-là, Dow Jones, c'est quoi cette histoire? Ok, donc ici, on peut voir des éléments sur l'article, mais moi, je veux voir l'article lui-même, alors que, apparemment, bon, écoutez, c'est un mauvais exemple, je vais en trouver un autre. Peut-être une revue française, ça serait mieux. Ça, c'est un livre, donc c'est pas intéressant. Voilà, ça, c'est paru sur Civilisation. Donc ça, c'est... Et d'ailleurs, c'est aussi... ouais, c'est la traduction française de l'article sur le Mémorial Balzac que j'avais trouvé. Voilà. Donc là, je vais accéder à l'article et je vais cliquer sur disponible en ligne pour aller voir où est-ce qu'il est disponible. Donc il est disponible sur JSTOR. Donc là je clique là-dessus et normalement, si on a de la chance, texte intégral, il va me rediriger vers la page de JSTOR où se trouve l'article. Et voilà, il est là. Alors, ici, vous avez aussi des éléments qui vous permettent d'identifier cet article. Donc, la deuxième manière que je voulais vous montrer pour rajouter une référence dans votre Zotero, c'est de renseigner un DOI. Donc, un DOI, c'est un identifiant unique Internet. Donc, là, il faut avoir un peu de fantaisie des fois parce qu'ils ne sont pas toujours affichés en tant que DOI là, partout où vous allez. Donc, mais vous voyez bien qu'ici, il y a des URL, donc des adresses Internet qui vous permettent d'accéder à cet article. Tout simplement, si je prends cette URL-là et je la colle dans mon navigateur, tout simplement, normalement, je vais retomber sur la même page de JSTOR. Alors, qu'est-ce qui fait de ça un DOI? En fait, c'est un URL stable. Ça veut dire que c'est un URL qui a été attribué une fois à cet article et qui va rester toujours le même. Du coup, si moi je prends cet URL-là et je le colle dans mon Zotero, ici en lui disant que je veux rajouter à partir d'un identifiant, normalement, non, ça va pas marcher. Tu n'as pas copié le DOI, tu as copié le lien. Ouais, j'ai copié le lien, mais le DOI, il n'y est pas. Du coup, je pensais qu'on pouvait utiliser ça au lieu du DOI, mais non.
Du coup, il n'y a pas de DOI pour cet article. Est-ce que plus bas, il n'y a pas plus bas sur la page suivante? Peut-être la publication elle est très ancienne avant la. Ouais, c'est possible aussi que ça date de 2014 et qu'il n'y avait pas trop de DOI. Il faudrait que je vous trouve un exemple avec un DOI. Mais bon, c'est pas très important. Sachez que des fois, quand vous êtes sur la page où il y a un article scientifique, une page de JSTOR, comment ils s'appellent les autres trucs français, je sais plus, mais bon, il y a plein de plateformes différentes. Des fois, vous trouvez un DOI qui a normalement la forme d'un URL, lui aussi. C'est-à-dire que c'est un truc, une adresse web. Alors, si vous trouvez ça, vous pouvez l'utiliser pour retrouver votre œuvre pour renseigner vos références dans Zotero. Alors, ici, maintenant, j'ai un peu de mal à le trouver. On va peut-être, s'il nous reste du temps, aller chercher des DOI après. Mais l'autre chose que je voulais vous montrer et qui va être aussi plus pratique à gérer, et c'est bon, ici, après, vous avez d'autres formats. Vous pouvez exporter des citations en format archive. Enfin, il y a plein de manières pour faire cette histoire de importer des citations. Vous voyez qu'ici, exporter BibTeX. C'était où ça? Copier la référence dans le presse. Ah! MLA, APA, va savoir. Enfin, ça, franchement, j'ai pas exploré toutes les interactions possibles qui existent ici. Mais vous avez une manière beaucoup plus simple de gérer tout ça. Excusez-moi si je vous montre tout ça, mais je voulais faire un truc un peu complet. Du coup, sachez que ici, dans ce champ, vous pouvez renseigner le ISBN si vous avez un bouquin dans les mains. Ça, c'est pratique parce que si vous avez des bouquins dans les mains, des fois, vous n'allez pas le retrouver sur Internet. Du coup, ça vous évitera de saisir auteur, titre, etc., etc. Le DOI, c'est pareil. Des fois, il y a des DOI, mais c'est pas toujours. Archive, alors là, des fois, vous pouvez à partir de... Ah voilà, site, APA... C'est des autres formats, je ne sais pas si ces formats-là sont compris par ADS, Bibcode, je ne sais pas. Bon, écoutez, c'est pas très... Ah, export to this file, voilà, par exemple. Enfin, vous pouvez toujours avoir votre citation, votre référence sous plusieurs formats. Ça peut être un URL, ça peut être un fichier. Donc, si moi, je peux lui dire, je vais exporter un fichier RIS, ça s'appelle. Donc là, je lui dis, fais ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? En plus, vous voyez, moi, j'ai installé les connecteurs de Zotero. Il le voit tout de suite que j'ai téléchargé un fichier. En fait, ça s'est passé ici. J'ai téléchargé un fichier qui est celui-ci, qui est un fichier en format .bib. Et Zotero, il a reconnu. Il me dit, tu veux l'importer? Et moi, j'ai dit, oui, ok. Il me demande à quel endroit tu veux l'enregistrer. Là, c'était bibliothèse. Et du coup, maintenant, je le retrouve ici. Voilà, les os de la République, c'était ça. Donc voilà, ça, c'est un autre système. Et là, vous voyez, il a tout renseigné, même le résumé, en fait. Et le résumé, c'est en anglais, en français, en plusieurs langues. La date, etc. Donc ça, c'est une autre manière de faire ça. En prenant un fichier, en le téléchargeant à partir du site où l'article est publié. C'est souvent possible aussi de télécharger les mêmes types de fichiers ou des autres types, mais un fichier à partir du GED, du grand équipement documentaire de l'HSS. Donc là, pour le faire, vous cliquez sur Exporter BibTeX. Enfin, il vous demande ici un choix d'encodage. Il faut choisir le premier choix, c'est ISO. Et puis télécharger. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En fait, Zotero, il s'en aperçoit tout de suite parce que moi, j'ai installé mon composant qui fait si que tous les téléchargements qui correspondent à un certain format de fichier, il les reconnaît. Là, il est déjà là, mais je vais lui dire quand même de l'importer lui aussi. Ça va me faire un doublon. Et voilà, vous voyez, il a fait la même chose. Après, le nom de famille ici, il est majuscule, il est minuscule. Il y a des petites différences, mais bon. C'est plusieurs manières de faire la même chose. Est-ce que c'est plutôt clair pour vous? Ce que j'ai fait maintenant,
c'est de télécharger un fichier qui contient les références à cet article. Et en fait, je le trouve même pas dans mes téléchargements parce que Zotero, il est tellement efficace du moment où j'ai installé mon composant additionnel qu'il identifie tout de suite et le rajoute immédiatement au logiciel Zotero dans la collection que je lui ai demandé d'utiliser qui est bibliothèse. Est-ce que c'est clair tout ça? Pas très clair pour moi. Ok. Donc, ce qu'on est en train de faire ici, c'est de récupérer, c'est pas de récupérer le texte de l'article, ok? C'est de récupérer seulement les références. Alors, les références, c'est le titre, l'auteur, la revue, la date de publication, la maison d'édition, etc. Ça, c'est clair? La différence entre référence et l'œuvre elle-même. Oui. Ok. Alors, ce qui nous intéresse pour Zotero, c'est les références. Donc, les références, comment on les repère? Donc, soit on prend un bouquin, on prend un article et on cherche à la main l'auteur, les titres, la date de publication, etc. Soit on a des raccourcis qui nous permettent d'importer plus rapidement les références dans Zotero. Alors, les premiers des raccourcis que je vous ai montrés, c'est celui-ci, c'est-à-dire d'utiliser un identifiant. Alors, un identifiant, il y en a de plusieurs types. Le seul qui a marché pour l'instant, c'est le ISBN. Le ISBN, c'est un identifiant unique qui est associé aux livres qui sont publiés. Donc, il est présent normalement sur l'arrière de votre livre ou sinon à l'intérieur. Si vous ne le trouvez pas dans le livre, vous n'avez qu'à taper l'auteur et les titres du livre sur Internet et vous allez probablement tomber sur une page Amazon, on va essayer de le faire, où vous trouvez le code ISBN pour ce livre-là. Donc là, c'est Joseph Tonda, Les souverains modernes. Et je cherche ça dans un moteur de recherche et vous voyez que bon là il est même publié sur les plateformes libres. Donc enfin je clique sur le premier élément que je trouve et ici vous voyez que je tombe sur une page où mais ça c'est pas le texte intégral de l'article, non parce que ça c'est une revue. C'est quelqu'un qui a... Attendez, c'est plutôt mon moteur de recherche qui n'est pas très efficace. Souvent, quand on cherche une œuvre, vous l'aurez remarqué, on tombe plutôt sur sur des revues, enfin sur des... Comment on dit ça en français? Ça s'appelle review en anglais, c'est-à-dire quand je publie un bouquin, normalement, je demande à mes collègues d'écrire une petite récence. Comment on appelle ça en français? Vous ne savez pas, vous? Un commentaire, oui. Un petit commentaire sur ce bouquin. Et le commentaire va sortir à son tour sur une revue. Et à son tour, il va faire l'objet aussi d'un système de référence. C'est-à-dire que le commentaire, c'est aussi un article, c'est aussi un truc qui est publié. Donc, il faut faire attention à ne pas se confondre. Donc là, j'étais tombé sur un commentaire et je le vois bien parce qu'il y a Julien Bonhomme et Madame Monsieur Soiron, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, qui ont écrit des commentaires sur ces bouquins. Donc là, les premiers deux résultats que j'avais, c'est plutôt des commentaires. Alors le troisième, par contre, c'est les bouquins lui-même parce que je vois là, on est sur la Fnac. Donc je clique là-dessus et là, voilà, je tombe sur une page où on veut me vendre le bouquin. Normalement, ici, on trouve le code ISBN quelque part. Pas toujours. Voilà, mais là, vous l'avez là, vous voyez? Il est là. En fait, c'est le même que j'ai renseigné. Il n'y a pas les tirets, du coup, j'imagine que les tirets dans ce cas-là ne sont pas totalement obligatoires. Mais si moi, je prends ce code ISBN ici et je le renseigne ici, tac, voilà, il a trouvé, il m'a fait un doublon. D'accord? Donc ça, on a utilisé un identifiant. Donc avec cet identifiant-là, Zotero, il va interroger les catalogues ISBN. Il va lui demander, mais c'est quoi le livre numéro 28, 45, 86, etc.
le catalogue lui répond, regarde, c'est un truc qui s'appelle Le Souverain Moderne, ça a été écrit par Joseph Tonda, sorti Cartala 2005, et voilà. Du coup, Zotero repère toutes ces informations sur le répertoire ISBN. Les DOI, c'est un autre système qui est assez courant d'identifiant. On n'en a pas trouvé un, je vais faire encore un effort pour en trouver un. Donc, on va juste chercher un autre article du prof Rémi, par exemple. Là, ça c'est vieux. Il faut peut-être essayer de trouver un truc le plus récent possible. 2011, 2013. Est-ce qu'on peut les trier par date? Trier par date la plus récente. Donc, sauf que là, on tombe sur plein de choses qui mentionnent le prof, mais qui ne sont pas forcément écrites par lui. Donc, on va aussi essayer de faire un trier. Il faudra faire une recherche avancée. Bon, écoutez, c'est pas grave. J'ai trouvé un autre article qui est sorti sur Afrique contemporaine. On va voir si pour celui-ci, je peux trouver le DOI. Des fois, ces informations sont même affichées ici, telles que le ISBN ou le DOI. Ici, je ne les vois pas. Par contre, il est disponible en ligne. Du coup, je peux aller sur Cairn, qui est là, une autre de ces plateformes de partage de vente plutôt d'articles scientifiques. Et voilà. Et ici, normalement, ils le mettent, le DOI. Donc, souvent, il est même affiché en clair, mais là, c'est pas trop le cas. Donc ici, on peut le citer. Et voilà, vous avez ici le DOI. Enfin, on en a trouvé un. Donc là, si vous prenez ça et vous le mettez dans Zotero, tac. Là, il interroge le système DOI et là, il a trouvé cet article-là qui s'appelle les trajectoires de l'église de Zéphirin, etc. D'accord? Donc, Zotero a interrogé le système DOI et il a trouvé toutes les références de cet article à partir juste de cet identifiant DOI que moi j'ai repéré sur Cairn dans ce cas. C'est clair jusqu'à présent? Vous êtes là, vous m'entendez? Ok. J'ai pas trop bien entendu la réponse, mais est-ce que c'est clair? Oui. Ok, pardon. Et donc, alors, malheureusement, il y a un effort à faire à chaque fois pour repérer ces identifiants pour chaque article. C'est parce que sur JSTOR, il est caché ici, sur Cairn, il est ailleurs. Mais vous allez voir qu'après, je vais vous montrer le troisième système qui est aussi le plus simple et que Zotero, une fois que vous avez installé ces composants additionnels, il va vraiment très facilement retrouver tout ce dont vous avez besoin sans que vous ayez à rien renseigner ici dans ce champ-là. Est-ce que vous avez tous réussi à installer dans vos navigateurs le composant de Zotero comme moi je l'ai fait? Ça va les gars, vous avez compris? Vous avez réussi? Je vous entends plus. Vous êtes là? Non, mais dites non. Enfin, certains ont fait et il y a un autre qui n'a pas fait. Ok. Je ne peux pas vous pointer du doigt. Alors, je vais vous montrer. On est là pour. Je vais vous montrer à nouveau comment ça se fait, d'accord? Alors là, par exemple, moi je vais le faire sur un autre navigateur. Là, je passe sur Windows et je prends Chrome. Mais vous le faites sur n'importe quel navigateur, c'est le même mécanisme identique, d'accord? Donc ceux qui l'ont pas fait, s'il vous plaît, essayez de le faire maintenant parce qu'après vous allez pouvoir expérimenter ça. Par contre, il faut que je vous demande un instant parce qu'il faut que j'appelle à un moment mon fils. Je sais pas s'il était présent, mais j'ai eu un petit problème logistique avec lui. Du coup,
je coupe à un moment le son pour l'appeler 3 secondes parce qu'il sort de l'école et il faut qu'il aille chez un copain. Enfin bref, problème d'organisation, ça va prendre 3 minutes. Pas de Euh, souci. si. Avant de faire ça, je vais vous donner quand même quelques indices. Donc vous allez sur le site de Zotero. D'accord? Vous cherchez Zotero sur Google, vous allez sur le site. Vous cliquez sur Download ou téléchargement. Et puis là, dans la fenêtre, au lieu de cliquer sur l'élément à gauche qui permet d'installer le logiciel, vous cliquez sur l'élément à droite qui permet d'installer le connecteur de Chrome. D'accord? Donc essayez de faire ça et de faire tous les pas. Moi, je passe à un moment ce coup de fil et je reviens avec vous dans 30 secondes. Comment on coupe le son? C'est pas grave. Oui, ça va. Moi, j'utilise des solutions qui sont pour moi, je fais les deux parce que j'ai pas beaucoup de compositions de sur ce bureau. On avait dit que des fois, ça sautait des Voilà, trucs. ça peut Donc, j'ai dit, bon, moi, je vais tout réellement. Mais apparemment, on gagne rien. plus rien du temps, par exemple, ajouter des images comme une expliqué avec l'ISBN nécessaire de groupe. Tu mets l'ISBN des comptables, tu as ce que tu une version. Je l'ai laissé sur des textes. Bon, il ne m'a pas répondu, je vais essayer encore tout à l'heure. Donc. Là, je viens de réussir en même manière où on vient de. Ça marche pour vous? Plus ou moins. L'extension, elle est rajoutée. Comment? L'extension a été rajoutée, Zotero. Super, ok. Donc vous avez tous cette extension, on est d'accord? Ok. Alors, donc, une fois que vous avez fait cela, vous êtes dans la facilité la plus totale parce que vous allez voir que, alors, quand je fais, alors, qu'est-ce qui fait ces composants additionnels? En premier lieu, il identifie quand je télécharge des références sous forme de fichiers. Donc là, vous avez vu tout à l'heure, on a fait un passage de référence à travers un identifiant. Donc j'ai fait du copier-coller. J'ai copié le code ISBN du site de la FNAC, ou bien j'ai copié le DOI du site de Cairn et je l'ai collé dans la case ici de Zotero. D'accord? Alors, un autre système pour importer des références, c'est d'obtenir un fichier qui contient ces références. Tout simplement, c'est un fichier dans lequel il y a écrit le titre, l'auteur, etc. Pour ça, il existe des formats standards, notamment le grand équipement numérique vous permet d'en exporter normalement deux types différents, qui sont le RIS et le BibTeX. Le BibTeX, c'est le plus courant, c'est celui que je préfère. Du coup, c'est très simplement, je viens de le faire aussi tout à l'heure, si vous cliquez ici sur Exporter BibTeX, bon, il vous pose une question d'encodage, vous prenez le premier choix, et vous cliquez sur Télécharger. Du moment où vous installez ce composant-là, Zotero, il s'aperçoit tout de suite que vous êtes en train de télécharger un fichier qui contient des références, et il vous propose immédiatement de les rajouter à votre collection. Donc, ici, vous voyez qu'il me dit, est-ce que vous êtes sûr? Voilà, je vais lui dire oui, ça va me faire encore un doublon, parce que j'avais déjà importé cet article, mais je lui dis OK, et en fait, voilà qu'une autre référence à ce même article est apparue. Et cette fois, ça vient d'un fichier. Moi, j'ai pas dû faire du copier-coller, j'ai juste, à partir du GED ici, j'ai juste fait une exportation de la référence.
Alors, ce type de références peuvent être exportées à partir du GED directement, mais aussi souvent à partir des sites où vous trouvez les articles. Donc, alors, JSTOR, il n'est pas trop fort dans ce sens. Ça fonctionne pas trop bien. Comment? JSTOR, ça fonctionne pas trop bien avec. Non, ça fonctionne. Après, ils sont pas ultra modernes en termes de toutes ces différentes manières d'exporter des citations. Mais d'ailleurs, c'est compréhensible parce qu'il y en a tellement que des fois, ça confond un peu les gens. Du coup, là, je vais vous montrer après, il y a une manière hyper simple d'importer des références à partir de JSTOR. Excusez-moi, j'ai pas suivi un parcours du plus simple au plus compliqué. J'ai plutôt fait un peu l'inverse, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, ici j'étais voilà, sur Kern, d'accord? Alors sur Kern, il me dit je vais citer et vous exporter l'article. Alors là, tout à l'heure, j'avais pris un DOI, d'accord? J'ai fait du copier-coller. Mais là, vous voyez aussi que j'ai des options pour exporter la citation. Et là, je l'ai en format Zotero direct. Donc le point .aris, c'est le format de Zotero. Donc si je clique là, pareil, il va me cracher un fichier. Zotero, il va le reconnaître immédiatement et il va me dire est-ce que tu veux que ça passe directement sur Zotero? Je lui dis OK. Donc après, il me dit où est-ce que tu veux l'enregistrer? Là, je pourrais lui dire, je pourrais le mettre dans une autre collection. Mais par contre, là, il a mis dans bibliothèse. Du coup, vous voyez, j'ai fait là aussi un téléchargement, non pas à partir du grand équipement documentaire, mais à partir de Kern. Mais c'est la même chose. Je me retrouve encore avec un doublon là, supplémentaire. Ce qui est intéressant, que là, cette fois, il m'a mis aussi un lien vers le texte intégral, en faisant ce type d'exportation-là à partir de Kern. Du coup, je peux cliquer là-dessus, mais ça ne marche pas. Voilà, donc, excusez-moi, il y a mon fils qui m'appelle, 2 secondes. Ehi Leo, ciao, Topo, ciao. Vai da Tom allora? Sei con lui? Ok, perfetto. Lo dico a Delfino allora. Grazie. Ciao. Ti vengo a prendere tra un po', ti chiamo, ok? Prima di venire, verso le 5:30, 6. 5:30, 6. Ok, a dopo. Ciao. Pietro, Ouais. nous avons une question. Yes. Les ouvrages qui sont enregistrés, Ouais. est-ce que Zotero se charge de les classer par ordre alphabétique? Oui. En fait, Zotero, il le fait ici. Après, ce qui est important est qu'il faut comprendre qu'il y a encore un passage supplémentaire qui consiste à créer une bibliographie à partir de cette liste d'œuvres, à partir de ma collection. Ça, c'est un passage supplémentaire. Et à ces moments-là, vous pouvez définir une série de critères selon lesquels il va les afficher. Donc, et là, on va y rentrer tout de suite parce que ça, c'est aussi plutôt important. Donc, c'est à ce moment-là, ici, vous voyez, il les classe en ordre alphabétique selon le titre. Après, comme pour tous les types de classeurs, si vous voulez, si vous cliquez sur titre, sur le haut, l'en-tête de la colonne, vous voyez, il les classe en ordre alphabétique par titre. Si je clique sur créateur, là, il les classe en ordre alphabétique, mais par auteur. Et si je reclique, il les met en ordre alphabétique inversé. D'accord? Ça, c'est un peu comme pour les fenêtres de Windows, etc. J'imagine que vous connaissez un peu ça. Du coup, dans la collection de Zotero, l'ordre des œuvres n'a pas trop d'importance. C'est plutôt quelque chose qui doit permettre à vous de le retrouver. Et d'ailleurs, vous avez là-haut aussi un champ de recherche. Parce que si vous cherchez un livre de Rémi Bazenguissa, qui s'écrit avec un accent, et vous avez une énorme bibliographie comme ça, alors là, ça me permet de le retrouver facilement, vous voyez. Donc ça, c'est juste un système de classement interne à Zotero pour l'instant. Après, vous allez exporter, donc produire une bibliographie à partir d'une collection. Et c'est ça, c'est le dernier passage que vous allez devoir faire pour avoir
l'élément qu'il va falloir mettre dans votre thèse. D'accord? D'accord. Autre question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que pour travailler avec Zotero, il faut forcément créer un compte? Non. Non. La synchronisation, comment ça se passe pour vous? Non. Par exemple, pour Le compte synchroniser et la synchronisation servent uniquement si vous travaillez sur plusieurs appareils. Si vous avez 2 ordinateurs et vous voulez que ce que vous rajoutez à votre logiciel Zotero sur un ordinateur passe automatiquement aussi sur l'autre. Moi, je le fais pas ça. Je trouve que c'est pas. Moi, j'ai pas 2 ordinateurs, du coup, j'ai pas ce besoin-là. Après, c'est vrai aussi que si vous créez un compte, ça va vous faire une sauvegarde de votre collection et de vos collections, de tout ce que vous mettez dans votre Zotero. Du coup, si un jour vous perdez l'ordinateur, il y a un problème avec des disques durs, vous avez une sauvegarde de tout ça sur Internet, sur votre compte Zotero. Donc, vous achetez un nouvel ordinateur, vous réparez votre ordinateur, vous avez perdu les données, vous vous reconnectez à votre compte Zotero et paf, tout revient. Donc, il peut y avoir des avantages là-dessus. Moi, je le fais pas trop parce que je fais des sauvegardes de mon ordi régulièrement et donc j'estime ne pas en avoir besoin. C'est une possibilité. Zotero, c'est un truc qui est développé par les universités. Il ne faut pas avoir peur. Ils ne vont pas vous espionner. C'est un truc innocent. Vous pouvez le faire. Ça peut être utile d'avoir ça. Après, vous pouvez aussi vous créer une page sur Zotero pour mettre les publications que vous faites. Et puis, ces publications vont être répertoriées automatiquement sur Zotero et sur d'autres catalogues. Il y a tout un système d'interaction très complexe. On n'a pas le temps d'explorer tout ça à fond, mais c'est intéressant. Désormais, toutes les universités essaient de développer tous ces systèmes-là pour qu'on puisse accéder aux œuvres, pour qu'on puisse publiciser les publications qu'on fait. Et donc, il y a 3000 plateformes différentes et Zotero en est une où on peut. C'est comme Academia, c'est comme voilà, sauf qu'après Zotero, il a en plus cette fonctionnalité de gestion de la bibliographie qui est très utile pour nous et pour la thèse. Alors que sur Academia, vous pouvez mettre vos textes, vos articles, mais après vous pouvez pas créer une bibliographie à partir d'Academia, que je sache. Après, c'est peut-être possible. Ça devient de plus en plus croisé et similaire entre ces différentes plateformes. Mais l'intérêt du compte, c'est juste d'avoir une sauvegarde en fait de ce que vous faites, pour la passer sur un autre appareil, pour la récupérer en cas de problème avec votre ordinateur. Voilà. Il y a d'autres questions? Non, ça va. Ok. Alors donc, pour avancer, maintenant je vais vous montrer la manière la plus pratique d'importer des citations, enfin. Donc ici, vous voyez, moi j'avais fait une recherche sur le GED, d'accord? J'ai cherché Rémi Mazengissa. Alors je vous fais remarquer que la petite icône de Zotero ici est devenue un petit dossier. Pourquoi? Parce que Zotero, il a exploré les contenus de la page sur laquelle je suis. Il a vu qu'il y a des références à des œuvres, des textes académiques. Et si je clique sur l'icône, il me permet d'importer dans ma bibliothèque Zotero toute ou une partie des œuvres que je trouve dans cette page. Donc ici, vous voyez, il me dit qu'est-ce que tu veux importer? J'en ai trouvé plusieurs. Qu'est-ce que tu veux importer? Ah, moi je vais prendre sociologie politique de la violence. Ah, ça c'est Tafadzwa en plus, c'était une collègue doctorante à nous. Donc ça c'est une œuvre qui m'intéresse, je vais la rajouter à ma biographie, je coche la case et je lui dis OK. Et il me dit, je la sauve dans bibliothèse. Et voilà. Et du coup, maintenant, elle est là. Vous voyez? Et ça, en fait, c'est sa thèse. Vous voyez que là, il y a un petit symbole et c'est comme type d'élément, il a créé une thèse avec son résumé. Même un lien vers thèse.fr où sa thèse est accessible et on peut la lire. Et d'ailleurs, c'est bien de la voir, ça m'intéressait. Et voilà, donc on a toute une série d'éléments qui sont arrivés juste
parce que Zotero, il a identifié que dans ma page, il y a des références à des articles. Si j'étais plutôt rentré dans l'un de ces articles, par exemple, cet article-là, non, ça c'est une autre thèse. Bon, c'est pas grave, c'est une thèse. Alors là, vous voyez que maintenant l'icône, elle a changé. C'est plus un dossier, mais c'est un petit bouquin parce que lui, il voit qu'il y a une seule référence. Du coup, si je clique là-dessus, automatiquement, il ne va pas me demander qu'est-ce que tu veux importer parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et du coup, là, automatiquement, il a pris ça. Et moi, maintenant, si tout va bien, je devrais retrouver, voilà, ici, une autre thèse qui est celle que je viens d'importer. Vous voyez, avec ces composants qu'on rajoute à son navigateur, c'est vraiment très facile. Voilà. Est-ce que c'est clair? J'entends pas de réponse. Des fois, quand vous parlez, le micro, il se déclenche pas. Oh, c'est clair, c'est clair. Ok. Bon, très bien. Donc, ça, c'est comment est-ce qu'on enrichit Zotero, donc sa collection dans Zotero, avec des différents systèmes. D'accord? Donc, la première étape, c'était l'installation. La deuxième étape, c'était de remplir toute sa collection dans Zotero avec les œuvres qu'on a l'intention de citer et de mettre dans sa bibliographie. Donc, cette deuxième étape, on a vu plusieurs manières de l'accomplir. Le rajout manuel, le rajout à partir d'un identifiant, et enfin les rajouts avec le composant additionnel qu'on a installé dans les navigateurs web, dans les Firefox, les Edge, les Chrome, Safari, etc. Donc, étape supplémentaire, troisième et dernière étape. Après, il y a des autres trucs que je vais vous expliquer après. Mais naturellement, maintenant, moi, j'ai besoin de créer une bibliographie à partir de ça. Et ça, c'est pas une bibliographie. Ça, je peux pas le copier-coller dans ma thèse. Donc, à la fin de ma thèse, comme vous le savez, il faut mettre une bibliographie qui est la liste de toutes les œuvres que vous avez mentionnées. Donc, comment on fait ça? C'est très simple. On prend à partir de... On sélectionne la collection qu'on veut utiliser pour créer sa bibliographie. Donc, je vais prendre celle-ci qui est plutôt petite. Ah, je vous fais remarquer qu'il est possible aussi de prendre des éléments d'une collection et les passer sur une autre. Alors, ça ne va pas le déplacer, ça va le copier dans l'autre collection, d'accord? Et puis, moi, j'avais d'autres, je ne sais pas pourquoi il m'a créé des collections comme ça, mais bon, bref. Donc, on peut jongler avec les éléments d'une collection à l'autre. Donc, vous pouvez avoir une grosse collection qui comprend tous les livres qui vous intéressent dans toute votre vie, et puis créer des autres collections. Ça, c'est la bibliographie de la thèse, ça, c'est la bibliographie de l'article que je vais publier avant la thèse, etc., etc. Et puis, vous pouvez jongler avec les éléments, les passer d'une collection à l'autre. Une fois que vous avez une collection qui contient toutes les œuvres que vous allez mentionner dans votre thèse, il faut créer une bibliographie. Alors, pour faire ça, c'est simple. Alors, il faut aller ici sur votre collection en question, et faire un clic droite. Et puis, vous pouvez créer, il y a une option qui vous permet de créer une bibliographie à partir de la collection. Donc, si vous cliquez là-dessus, le système, il va vous poser une question très importante. Alors, comme on l'a dit, il existe des standards pour les références bibliographiques. Quand je crée une bibliographie, il y a plusieurs manières dans lesquelles je pourrais écrire la référence à une œuvre. Par exemple, les Anglais, ils mettent le nom de famille de l'auteur, puis ils mettent une virgule, puis ils mettent le prénom de l'auteur. Puis, si c'est un article de revue, ils mettent le titre entre guillemets, les titres de l'article, puis ils mettent en italique le titre de la revue. Les Français, c'est différent. Les Français, ils mettent le nom de famille en majuscule, le prénom en minuscule, une virgule, le titre de l'article, il y aura pas de guillemets, il va être en cursif. C'est plutôt le titre de la revue qui va être entre des guillemets. Là, c'est des exemples. Là, je vous dis ça juste comme exemple. Donc, Zotero, quand vous voulez créer une bibliographie, il vous demande qu'est-ce que vous voulez utiliser comme style de citation. Donc, le standard que vous voulez adopter pour votre citation. Alors,
dans ce cas-là, dans la liste par défaut des Zotero, il n'y a pas les standards qui nous intéressent et que moi j'ai repéré qui s'appelle ethnologie française. Donc là, vous avez vraiment un truc qui... Alors après, si vous êtes des historiens, etc., peut-être il y a des standards un peu différents, mais je vais vous montrer parce que normalement, et là ça se voit plutôt dans mon Zotero Windows parce que je l'ai installé plus récemment, si je veux exporter ma grosse bibliographie et je lui dis créer une bibliographie à partir de la collection, ici je trouve pas, il n'y a pas anglo-saxon, donc ils vont pas trop bien pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller rajouter le style en question dans Zotero. Ça, c'est un passage important qui se fait... déjà, il y a un choix de langue, mais je pense pas que ça va changer si je mets du français. Ou est-ce que ça va changer? Non, ça change pas ici. Donc, il faut que j'aille retrouver le style qui est bon pour moi. Pour le faire, il y a un système qui permet de gérer les styles. Alors là, c'est Manage Styles en anglais. J'imagine que ça va être gérer ou manager les styles ou un truc pareil, mais en tout cas au même endroit pour la version française. Donc, une fois que vous cliquez là-dessus, voilà. Vous tombez sur une page où il y a déjà les styles qui existent dans votre Zotero et il y a un lien ici pour rajouter, repérer des styles additionnels. Donc, si vous cliquez là-dessus, là, vous tombez sur un moteur de recherche où il y en a des milliards. Des milliards, ça c'est juste la lettre A, vous voyez? Ça, c'est des styles de référence. Parce que, par exemple, vous voyez que beaucoup de ces styles-là correspondent à des titres des revues scientifiques. Parce que chaque revue, elle vous impose une manière particulière de mentionner vos références. Donc, dans notre cas, on n'est pas en train de faire un truc, ça va peut-être être publié, mais pour l'instant, c'est que notre thèse. Donc ici, vous cherchez ethnographie française. Et si le truc marche, il ne répond pas. S'il te plaît. C'est un peu lent, mais... pardon, un petit souci. On reprend. Et... c'est tellement rempli qu'en plus mon Windows il va être un peu fatigué là. On arrête ça, on va voir. Vous voyez, il y en a 10 000 de styles, du coup il a un peu de mal à faire sa recherche. Mais j'espère que sur vos ordinateurs ça va marcher mieux parce que moi c'est un Mac qui tourne en Windows, du coup il a un peu de soucis. Je vais le faire à partir de la version Mac parce que ici j'ai vraiment du mal à le faire. Ça marche pour vous? Donc là je manage les styles, j'en prends des supplémentaires. Si je fais ma recherche ici, normalement, ethnographie, non, parce qu'ethnographie en français, ça s'écrit sans H. Si je ne me trompe pas, non? C'est ça? Non? France. Déjà, si on cherche un truc français, c'est plus limité. Ah, c'est parce que c'était ethnologie, pas ethnographie. Donc, vous voyez ici, j'ai ethnologie française. Après, je pourrais chercher, je pense qu'il doit y avoir aussi historiographie française, par exemple. France, Institut d'archéologie orientale, journal français, psychologie. Enfin, il y a plusieurs formes ici, mais en général, l'ethnologie, ça correspond à ce qui nous impose pour la thèse. Vous voyez, c'est les noms de famille, c'est en majuscule. Quand vous passez la souris dessus, il vous montre un exemple. Comment? C'était une question pour moi ou pas? Non. Pietro. Ouais. Pietro. Ouais. Est-ce que ce style-là, il correspond au style qui propose votre école? Ouais. Après, l'école, elle laisse quand même un peu de liberté.
Par exemple, le nombre de familles, on peut le mettre en majuscule ou en minuscule. Dans ce cas-là, il est en majuscule. Donc, mais ça va bien pour l'école. Ça, j'en suis sûr. Euh, et après, je vous confie aussi un autre secret. Si jamais ça c'était pas bon, c'est très rapide de recréer une nouvelle bibliographie avec un autre style et de la mettre dans la thèse. Ça prend 3 secondes. Vous n'êtes pas obligé de tout réécrire, évidemment. Là, vous faites une création de bibliographie, vous imposez un style. Mais si demain le prof vous dit non, mais là, il fallait mettre le nombre de familles, il fallait mettre en minuscule, alors on va juste trouver un autre style où le nombre de familles est en minuscule. Et normalement, euh, voilà, par exemple, la psychologie française, le nombre de familles est en minuscule. Donc, moi, je sais que ça c'est bon pour l'instant. Après, c'est des choses qui peuvent changer, c'est des choses qui, je sais pas. Mais vous avez vu, c'est pas très grave, même si vous créez une bibliographie avec le mauvais style, parce que après vous la refaites avec un autre style. Du moment où vous tenez votre Zotero à jour, c'est pas un problème de la récréer avec un autre style. D'accord? De toute façon, prenez ethnologie française. Ça, c'est bon. J'ai la confirmation que c'est bon. Donc là, je le sélectionne ici. Moi, je l'avais déjà, du coup, j'ai pas dû le rajouter, mais il est là. Euh, et ici, si je fais plus, c'est fait quoi? Non, rien, parce qu'après, je peux les importer aussi à partir d'un fichier, blablabla. Du coup, c'est pas. Non? Donc, une fois que j'ai fait ce rajout de style de citation, maintenant, je ferme ça et je recommence mon processus d'exportation avec créer une bibliographie à partir de la collection. Et là, cette fois, je vais bien trouver l'ethnologie française, d'accord? Alors, le mode de output, c'est important, il faut choisir bibliographie. Si vous mettez citation, il va juste mettre une liste de toutes les citations. Alors, la citation, c'est comment on fait référence à un article dans le texte de la thèse, dans le note de pied de page, dans une parenthèse dans le texte de votre thèse. Donc, normalement, et dans le cas de l'ethnologie française, c'est le nom de l'auteur et l'année de publication. Donc, si vous cliquez sur citation ici, il va juste vous cracher une liste de auteur et année, auteur, année, auteur, année pour toutes les œuvres que vous avez. C'est pas intéressant. Donc, il faut choisir bibliographie ici. Après, vous avez plusieurs manières de sortir cette bibliographie. Le plus pratique, si vous voulez le coller dans un fichier Word, c'est d'utiliser le format RTF. Comme ça, Zotero va générer un fichier RTF. Il va vous demander où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Moi, je vais bien le mettre sur mon bureau. Et là, maintenant, quand j'ouvre ce fichier-là qui est sur mon bureau, alors ce fichier-là, il peut être ouvert directement avec Word si vous voulez, sinon avec les autres logiciels. Après, il s'agit de faire encore un copier-coller. Et voici ma bibliographie, elle est là. Il s'agit de faire un copier-coller sur la thèse. Donc, je prends tout ce qui est contenu dans ce fichier, tous les textes qui sont contenus là-dedans, et je fais copier, et puis je le colle dans ma thèse. En fait, j'ai un autre conseil à vous donner que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure. Ici, vous savez que dans notre système de bibliographie, il faut qu'on sépare les différents types de publications qu'on veut mentionner. Donc, dans la bibliographie, ça veut dire qu'il y aura des sous-paragraphes. Un pour les articles scientifiques, un pour les livres, un pour les chapitres d'ouvrages, un pour les articles de journaux, un pour les sites web, les publications sur Internet, etc. Donc, une manière pratique... Hein? J'ai pas compris, Ariel, excuse-moi.
En fait, je disais que moi, il y a Elodie qui me disait que même dans son master, lors de son master, il a fait. Mais moi, j'ai tout mélangé. Ah, donc tout source, tout. Ouais. Juste par ordre alphabétique. Ouais. Ah, il faut. Si, Ça alors, va. je vais vous montrer. Après, c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'il faut mettre par ordre la mathématique, ça. Ça dépend. Il y en a qui préfèrent juste mettre en lettres alphabétiques et d'autres séparés. Ouais, par contre, ce que j'ai séparé avec Le même temps, c'est séparé, c'est par le site internet. les sources numériques et les Les sources sources numériques, là, je l'avais fait à part. Donc, le reste. Et même là, il faut. Non, même là, il y a les dictionnaires. Il y a un ouvrage spécifique, là, c'est des cours. J'ai pas fait ça non plus, mais j'ai foutu. Bon, moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. Mais j'ai dit, il n'y avait pas Zotero. Hein. Et en fait, Je prends note. en fait, vous savez quoi, parce que Il y a des documents qui sont passés. Ça, il faut plus. Même moi, j'avais fait ça. Ça, je prends note. Chaud. ouais, et je vais vous dire une chose. En fait, aujourd'hui, je voulais aussi vous montrer comment est-ce qu'on peut rattraper si on n'a pas utilisé Zotero dès le départ, on veut l'utiliser. Parce que c'est ce que moi je viens de faire avec mes bibliographies et je trouve que c'était ma bibliographie et c'est pratique. Je pense qu'il n'y aura pas le temps d'aller jusque-là. Je crois que malgré tout, peut-être qu'il va falloir qu'on fasse encore une deuxième, troisième, quatrième séance, si vous voulez, qu'on approfondisse ça. Parce qu'il y a des systèmes. Alors, très simplement, hein, pour Ariel, qui a mis tout dans Zotero, mais c'est mélangé. Comme ici, hein, vous voyez, ça c'est ma bibliographie. Là, je suis en train d'y travailler encore. Mais là, tout est mélangé. Donc là, j'ai des bouquins, des articles, voilà, et des autres trucs, enfin, surtout des bouquins et des articles, mais bon. Et donc, ici, dans les colonnes qui sont là-haut, pour l'instant, j'ai que titre et auteur. Mais si je fais un clic droite dans la barre du haut, je peux aussi afficher la colonne du type d'élément. Alors, donc, maintenant, vous voyez qu'à côté de chaque élément de ma bibliographie, de ma collection Zotero, il y a le type. Donc, si je clique ici, sur l'entête de la colonne, voilà, Zotero, il classe les choses. Donc, il met les bouquins tous ensemble. Il met les sections de bouquins tous ensemble, les documents ensemble, les articles de revue, il les met ensemble. Les thèses aussi, à la fin. Donc, alors, à partir de ça, c'est très simple de créer. Ici, alors, dans une collection, je peux créer des sub-collections, si je veux. Donc ici, dans la bibliographie de ma thèse, je vais créer une sub-collection qui s'appelle ouvrages, donc les livres. Voilà. Elle est là. Donc maintenant, je reviens ici, je prends tous les ouvrages qui sont là, je les sélectionne tous. Pour sélectionner plusieurs choses, vous gardez Shift enfoncé sur votre clavier et vous cliquez sur le premier et sur le dernier si vous ne savez pas. Et je le prends et je le mets ici dans Ouvrages. Et voilà que mon classement il est déjà fait. C'est pas compliqué. Donc après, parce que en fait, quand je vais mettre ma bibliographie sur ma thèse, je vais devoir créer des bibliographies pour chaque type différent. Parce que si je crée une seule bibliographie à partir de ça, ça va être tout mélangé. Si je crée une bibliographie à partir des ouvrages, ça va uniquement mettre tous les ouvrages. Du coup, je vais avoir une bibliographie que je vais pouvoir copier et coller dans ma thèse et dans le paragraphe ouvrage. C'est clair ça? C'est clair. Donc ça c'est une manière, vous voyez pourquoi Zotero c'est pratique, parce qu'après toutes ces choses-là vous les faites rapidement. Ah non, il fallait mettre un paragraphe pour les articles de blog et un autre pour les articles de sites de journaux. Ah merde, et du coup vous avez un système rapide pour attraper tout ça. Y compris aussi pour le style de la bibliographie, pour tout ce qui... Vous allez tout simplement dire à Zotero de vous cracher une bibliographie à la fin, quand vous avez vraiment tout fini dans vos thèses, paf, ça va prendre une demi-heure et vous allez avoir votre bibliographie dans la thèse. D'où un peu la praticité de ce système-là, au lieu de renseigner article par article, et puis non, il fallait les classer autrement, il faut les mettre en ordre alphabétique par nom ou par prénom. Donc tout ça, ça va vite de modifier ça avec Zotero. Donc et ce que je vais vous montrer, mais là je pense que ça va être la prochaine fois, c'est comment est-ce qu'à partir d'un truc pareil, comme moi j'avais,
on peut avoir un truc pareil, comme moi je viens de créer. Ça, c'est très utile parce que si vous avez déjà commencé à travailler à une bibliographie et vous l'avez écrite à la main, vous pouvez toujours passer sur Zotero de manière assez simple. Mais ça, il faut qu'on le laisse pour une autre séance, je crois, parce que moi, j'aurai encore un peu de temps, si vous voulez, mais je ne vais pas vous garder là pendant trop longtemps. Je vais plutôt laisser la place à vos questions, parce qu'il nous reste deux aspects à voir. Le premier, c'est celui-ci, le rattrapage pour ceux qui ont travaillé autrement. Et le deuxième, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que Word interagisse avec Zotero, parce que ça, c'est aussi très pratique. Vous voyez qu'ici, dans mon logiciel Word, il y a un onglet Zotero qui me permet très facilement de rajouter soit une citation. Donc la citation, vous voyez, elle prend cette forme-là. C'est le nom de l'auteur et l'année. Soit de rajouter même une bibliographie avec des boutons qui sont directement intégrés dans Word. Et ça, c'est pratique parce que si je veux, surtout, pas tellement pour le rajout de la bibliographie, on a vu que ça peut être fait avec la création de bibliographie qu'on vient de voir, mais quand je vais mettre des citations dans ma thèse, c'est très pratique d'utiliser ce système-là. Parce que... C'est trop. Ouais. Je m'excuse de te couper la parole. Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut finir dans 3 minutes? Ouais, si. Dites-moi si vous avez des questions. Je vais que les questions soient réservées pour la prochaine séance. Aussi, ouais, si vous voulez, comme vous voulez. Moi, ça m'arrange. Il y a pas de... Parce qu'il faut qu'on passe à l'aménagement de la salle et qu'on se prépare pour la...